existe en ce moment précis, dans un atelier discret du centre de la France, une machine qui rend un soldat capable de porter 100 kilos sur 20 kilomètres sans ressentir la moindre brûlure dans les muscles. Comme s'il transportait un second homme adulte sur son dos depuis Paris jusqu'à Versailles, et le plus troublant, c'est que cette machine coûte moins cher qu'un seul Charles Leclerc. Pendant des décennies, l'idée du soldat surpuissant appartenait aux salles obscures des cinémas, aux pages des bandes dessinées américaines, à cet homme de fer enfermé dans une armure rouge et or qui décollait dans un vacarme de moteurs imaginaires. Personne ne pensait sérieusement qu'une petite entreprise française allait sortir cette légende de la fiction pour la poser, bien réelle, sur les épaules d'un fantassin en treillis. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Loin des projecteurs, loin des grandes annonces tapageuses, dans le silence méthodique des ingénieurs qui savent qu'ils tiennent quelque chose d'énorme entre leurs mains. Cette machine porte un nom qui sonne comme un défi lancé à la mythologie tout entière. On l'appelle Hercule, du nom du demi-dieu antique capable de soulever des montagnes et de dévier des fleuves. Et jamais un baptême n'aura été aussi calculé, car ce que promet cet exosquelette, c'est précisément cette force surhumaine que les anciens attribuaient au Fils des dieux. Il s'agit du premier exosquelette de combat véritablement européen, conçu non pas dans un laboratoire géant financé par des milliards, mais par une petite et moyenne entreprise française nommée RB3D, soutenue discrètement par le ministère des Armées à travers la Direction générale de l'armement. Voilà déjà le premier renversement de perspective qui devrait faire réfléchir tous ceux qui pensent que l'innovation militaire ne se fait plus qu'à Washington ou à Pékin. Une équipe française, modeste par sa taille mais colossale par son ambition, s'est attaquée à l'un des rêves les plus anciens de l'art de la guerre, celui de dépasser les limites physiques du corps humain sans jamais toucher à ce corps lui-même. Pour comprendre pourquoi cette réussite est aussi remarquable, il faut mesurer l'ampleur du problème que les armées traînent derrière elles depuis l'aube des batailles. Le fantassin moderne est un mulet ambulant, écrasé sous un fardeau qui n'a cessé de grossir au fil des guerres. Gilets pare-balles, munitions, radios, batteries, eau, rations, armements, équipements de vision nocturne, protections diverses, l'ensemble atteint régulièrement des poids qui dépassent la moitié de la masse corporelle du soldat qui le porte. Sur les théâtres d'opération, au Sahel comme en montagne, cette charge broie les genoux, tasse les colonnes vertébrales, provoque des blessures qui n'ont rien d'héroïque et qui pourtant mettent hors de combat des hommes entraînés pendant des années. On a longtemps ricané dans certains états-majors étrangers en imaginant qu'un exosquelette relevait du gadget de foire, un jouet coûteux, bon pour impressionner les visiteurs d'un salon d'armement, mais incapable de tenir la boue et la poussière d'un vrai terrain. Cette moquerie, aujourd'hui, commence à se retourner contre ceux qui l'ont proférée, car la machine française a franchi exactement la frontière que les sceptiques jugeaient infranchissable, celle qui sépare la démonstration spectaculaire de l'usage réel. Le chiffre qui définit Hercule tient dans une phrase courte et brutale. Cet exosquelette pèse à peine 26 kg et permet malgré tout de porter jusqu'à 100 kg, à une allure de 4 km à l'heure sur une distance de 20 km complet. Prenez la mesure de ce prodige. La machine ajoute son propre poids à l'ensemble et pourtant le soldat marche comme délesté, parce que le fardeau ne repose plus sur ses articulations, mais glisse le long de la structure mécanique jusqu'au sol, exactement comme le poids d'un sac à dos bien conçu se transmet aux hanches plutôt qu'aux épaules. 20 km, c'est précisément la distance qui sépare le cœur de Paris du château de Versailles. Et l'homme qui la parcourt le fait en portant l'équivalent d'un autre adulte accroché à son dos, sans jamais ralentir, sans jamais plier, sans jamais sentir ce feu dans les cuisses qui, normalement, transforme une longue marche en épreuve d'endurance. Ce qui rend l'affaire encore plus savoureuse, c'est le contraste financier qui accompagne cette prouesse technique. Les grandes puissances militaires ont englouti des sommes vertigineuses dans des programmes de soldats augmentés, des projets au nom ronflant qui promettaient de révolutionner la guerre et qui, bien souvent, se sont effondrés sous leur propre poids budgétaire, laissant derrière eux des prototypes trop lourds, trop gourmands en énergie, trop fragiles pour survivre en dehors d'un hangar climatisé.
La France, elle, avance d'une toute autre manière, sans esbrouffe, sans milliards jetés par les fenêtres, avec cette obstination discrète qui a toujours caractérisé ses meilleurs ingénieurs. Et pendant que certains raillaient encore l'idée même d'un fantassin mécaniquement assisté, les Français passaient méthodiquement du croquis à la maquette, de la maquette au prototype, du prototype à l'homme réel qui marche dans un champ boueux avec 100 kilos sur le dos. Il faut aussi dire un mot de la philosophie profonde qui guide cette machine, car elle éclaire tout le reste et sépare radicalement la voie française d'autres tentations bien plus inquiétantes. Là où certains rêvent de trafiquer le corps humain lui-même, d'injecter, de modifier, de bricoler la chair et les nerfs pour créer un guerrier différent, la France a fait un choix limpide et assumé. Elle refuse catégoriquement de toucher à l'homme et concentre toute son ingéniosité sur l'équipement qui l'entoure. Le soldat reste un soldat, entier, intact, humain de la tête aux pieds, et c'est la machine autour de lui qui porte, soulage et démultiplie. Cette distinction n'est pas un détail technique, c'est une ligne rouge morale que la France trace avec une clarté remarquable, et elle explique pourquoi Hercule fascine autant les militaires que les philosophes. Car voilà le véritable enjeu qui dépasse de très loin la simple performance d'un appareil. Ce qui se joue dans cet atelier français, c'est le premier chapitre d'une compétition mondiale qui vient à peine de commencer, une course aux super soldats dans laquelle les grandes nations se sont déjà lancées, chacune avec ses méthodes, ses ambitions et ses lignes rouges. Et la question qui va nous occuper tout au long de cette histoire est brûlante, presque vertigineuse, car elle touche à ce que nous acceptons de faire à nos combattants pour gagner les guerres de demain. Pour saisir le miracle qui se cache derrière cette marche impossible, il faut ouvrir la machine et regarder ce qui se passe à l'endroit exact où le corps humain souffre le plus, c'est-à-dire aux articulations qui plient et déplient des milliers de fois par jour sous le poids du barda. C'est là, sur les hanches et sur les genoux, que les ingénieurs de RB3D ont concentré toute leur intelligence. Car ce sont ces deux charnières naturelles qui encaissent l'essentiel de la fatigue lorsqu'un homme chargé avance en terrain difficile. Sur ces points précis, ils ont installé des moteurs électriques de dernière génération, et le mot « moteur » ici ne raconte qu'une moitié de l'histoire. Parce que ces petits blocs de puissance jouent en réalité un double rôle qui constitue tout le secret du système. Le premier rôle de ces moteurs est celui d'un détecteur, d'une sorte d'oreille mécanique extraordinairement sensible qui écoute en permanence les intentions du corps qui les porte. Quand le soldat décide de lever la jambe pour gravir une pente, son muscle envoie un signal, sa cuisse amorce le mouvement et c'est dans cette fraction de seconde initiale, dans ce tout premier frémissement de l'action, que la machine comprend ce qui va se passer. Elle ne devine pas au hasard, elle ne suit pas un programme rigide décidé à l'avance, elle capte l'intention à l'instant même où elle naît dans le corps. Voilà la subtilité qui distingue Hercule d'une vulgaire prothèse motorisée, car la machine ne remplace jamais la volonté de l'homme, elle l'accompagne, elle épouse chaque geste comme une ombre attentive qui aurait la force d'un géant. Le second rôle intervient immédiatement après, dans une continuité si fluide que le soldat lui-même ne perçoit aucune rupture. Une fois l'intention captée, le moteur bascule instantanément dans sa fonction d'amplificateur et accompagne le mouvement à l'aide d'actionneurs à câble qui tirent, soutiennent et démultiplient la force de l'opérateur. La meilleure image pour comprendre ce prodige, celle qui parle à tout le monde parce qu'elle appartient à la vie quotidienne, c'est la direction assistée d'une automobile. Lorsque vous tournez le volant d'une voiture moderne, vous fournissez un effort minuscule et la machine ajoute discrètement toute la puissance nécessaire pour braquer les roues, si bien que vous avez l'impression de déplacer une tonne d'acier du bout des doigts. Hercule fait exactement la même chose, mais avec le corps entier du soldat. L'homme initie, la machine amplifie, et le résultat de cette collaboration invisible, c'est cette sensation stupéfiante de porter 100 kilos comme s'il ne s'agissait que d'un léger sac de randonnée. Ce dialogue permanent entre l'homme et la mécanique explique pourquoi la structure ne pèse que 26 kilos, un poids remarquablement contenu pour un appareil capable d'une telle performance. Chaque gramme a été pensé, chaque pièce optimisée, car les concepteurs savaient que le pire ennemi d'un exosquelette n'est pas la faiblesse, mais la lourdeur inutile.
ce poids parasite qui transforme une aide en fardeau supplémentaire et qui a fait sombrer tant de projets étrangers. En maintenant la masse au plus bas, tout en préservant la puissance, RB3D a résolu l'équation impossible qui avait découragé des équipes bien mieux dotées financièrement. Et cette élégance technique, cette économie de moyens au service d'une efficacité maximale, porte une signature profondément française, celle d'une ingénierie qui préfère la finesse à la force brute et l'intelligence à la démesure. Il faut maintenant présenter les artisans de cette révolution, car derrière Hercule, il n'y a pas une multinationale de l'armement aux ressources illimitées, mais une petite structure française qui incarne parfaitement ce que peut accomplir l'audace lorsqu'elle rencontre le savoir-faire. RB3D est une petite et moyenne entreprise, exactement le genre d'acteur que l'on n'attend jamais sur le devant de la scène quand il est question de bouleverser l'art militaire. Ces sociétés-là n'ont ni les budgets colossaux des géants du secteur, ni les armées d'ingénieurs des grands groupes industriels. Et pourtant, c'est de cet atelier à taille humaine qu'est sortie la première armure de combat du continent européen. Le paradoxe est délicieux, presque insolent, et il rappelle que dans l'histoire des inventions décisives, ce sont souvent les petites équipes obsédées par une idée fixe qui devancent les mastodontes engourdis par leur propre gigantisme. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien méthodique de l'État, et c'est ici qu'intervient la Direction générale de l'armement, le bras technique du ministère des Armées. Le financement est passé par un dispositif précis, le programme baptisé RAPIDE, conçu spécialement pour soutenir les innovations dites duales, celles qui peuvent servir aussi bien dans le domaine militaire que dans le monde civil. Ce détail n'est pas anodin, car il révèle une intelligence stratégique dans la manière dont la France cultive ses pépites technologiques. Plutôt que de tout miser sur des programmes pharaoniques voués à s'effondrer, l'État a choisi d'irriguer discrètement une petite entreprise prometteuse, de lui donner les moyens de transformer une intuition brillante en machine fonctionnelle, et de laisser l'ingéniosité française faire le reste. Ce mariage entre l'agilité d'une PME et le soutien ciblé de l'armement public constitue une recette redoutablement efficace, très éloignée des lourdeurs bureaucratiques que l'on prête habituellement aux programmes de défense. Et pendant que cette mécanique française affinait sa précision article après article, capteur après câble, une réalité bien plus vaste se dessinait à l'horizon. Une réalité où l'argent, la stratégie et l'ambition allaient soudain se heurter de plein fouet. Car aussi brillante soit-elle sur le plan technique, la véritable onde de choc provoquée par Hercule ne tenait pas seulement dans ses moteurs ou ses câbles, mais dans un chiffre que personne à l'étranger n'avait vu venir. Ce chiffre que personne n'avait anticipé tient dans une somme si modeste qu'elle en devient presque provocante au regard de ce qu'elle a permis d'accomplir. L'ensemble du projet a coûté 2,7 millions d'euros et sur cette enveloppe, la Direction générale de l'armement a apporté 1,7 million. Arrêtons-nous un instant sur ces montants, car ils racontent une histoire que les grands discours stratégiques ne diront jamais. Dans l'univers de l'armement, où l'on parle couramment en milliards, où un seul avion de combat coûte davantage qu'une petite ville, où les programmes de modernisation engloutissent des budgets qui dépassent l'entendement, une révolution technologique bouclée pour le prix d'une poignée de millions relève presque de l'anomalie comptable. C'est le genre de somme qu'une grande puissance dépense parfois en frais d'études préliminaires avant même d'avoir construit le moindre boulon fonctionnel. Pour donner à ce contraste toute sa force, il faut le rapporter à un objet concret que chacun peut visualiser. Et quel meilleur étalon que le char de bataille qui symbolise la puissance blindée française. Le projet Hercule tout entier, depuis la première esquisse jusqu'à la machine qui marche réellement dans la boue, a coûté moins cher qu'un unique char Leclerc sortant de sa chaîne de montage. Un seul blindé, aussi impressionnant soit-il, ne peut se trouver qu'à un endroit à la fois, ne protège qu'un équipage réduit et reste vulnérable dès qu'il quitte le terrain qui lui convient. Avec la même dépense, la France a financé une technologie capable, une fois généralisée, de transformer le sort de toute l'infanterie, ce corps de métier qui reste, depuis la nuit des temps, l'ossature véritable de toute armée. Le déséquilibre entre le coût dérisoire et l'impact potentiel donne le vertige. Et il explique pourquoi certains observateurs étrangers, qui avaient tant ironisé sur l'idée d'un fantassin mécanisé, ont soudain cessé de sourire. Mais un chiffre,
aussi frappant soit-il, ne prouve rien tant que la machine reste enfermée dans son atelier. Et c'est précisément là que l'aventure française bascule dans une dimension nouvelle. Hercule et ses cousins ont franchi la barrière qui condamne tant d'inventions à demeurer d'éternelles promesses, celle qui sépare le prototype exhibé sous les néons d'un salon de la machine confrontée à la dureté du réel. L'armée de terre a décidé de mettre ses exosquelettes à l'épreuve du terrain véritable, avec ses cailloux, sa boue, ses pentes et ses hommes fatigués. L'évaluation a été confiée à la brigade de maintenance, qui regroupe 6 régiments du matériel, sous la surveillance attentive de la division des études et de la prospective des écoles militaires de Bourges. Plusieurs modèles ont été soumis à cet examen exigeant. Ceux de RB3D bien sûr, mais aussi ceux d'un concurrent allemand nommé German Bionic. Car la France, loin de se contenter d'une seule voie, compare, mesure et sélectionne avec méthode. Le plus révélateur, ce sont les unités qui ont accepté de porter ces carapaces mécaniques dans des conditions proches du combat. Un exosquelette d'origine canadienne, baptisé Uprise et conçu par la société Mawashi, a déjà été testé par 3 régiments d'élite, dont les noms résonnent avec le prestige des troupes aéroportées. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes, le 17e régiment du génie parachutiste et le 13e bataillon de chasseurs alpins ont enfilé ces machines pour des marches forcées et des exercices d'infiltration. Voilà qui balaie définitivement le soupçon du gadget, car ces hommes-là ne perdent pas leur temps avec des jouets de démonstration. Quand des parachutistes aguerris et des chasseurs alpins habitués aux reliefs les plus hostiles acceptent de tester un équipement en conditions réelles, c'est que la chose a dépassé le stade de la curiosité pour entrer dans celui de l'outil sérieusement envisagé. Il faut néanmoins garder les pieds sur terre et refuser l'emballement, car c'est justement cette honnêteté qui rend l'histoire crédible. Ces exosquelettes ne sont pas encore déployés massivement dans les unités. Ils ne partent pas au combat par régiments entiers. Ils traversent la phase délicate et rigoureuse de l'évaluation, celle où l'on scrute chaque faiblesse, où l'on mesure l'autonomie, la robustesse, le confort et l'utilité réelle avant d'engager l'argent public dans une adoption à grande échelle. La France ne prétend pas que ses soldats marchent déjà tous harnachés de mécanique, elle affirme quelque chose de plus subtil et de plus solide, à savoir qu'elle est la première en Europe à conduire ses engins jusqu'aux essais de terrain, à ce seuil décisif où l'invention cesse d'être un rêve d'ingénieur pour devenir une possibilité militaire concrète. Derrière cette prudence méthodique se cache pourtant un choix philosophique d'une portée considérable, une décision qui engage bien plus que la simple efficacité militaire. En optant pour l'exosquelette, la France affirme une conviction profonde sur ce qu'un soldat doit rester. Elle a délibérément écarté la tentation de modifier le corps du combattant, de bricoler sa biologie, de chercher la performance dans la chair elle-même. Tout le génie français s'est déployé à l'extérieur de l'homme, dans cette structure d'acier et de câbles qui l'enveloppe sans jamais le pénétrer. Le soldat qui retire son exosquelette le soir redevient un homme ordinaire, identique à celui qu'il était le matin, sans la moindre trace, sans la moindre altération de sa nature. Cette réversibilité totale, cette séparation nette entre l'homme et la machine, n'est pas un hasard technique, mais une position assumée, presque un manifeste sur la place que la technologie doit occuper dans la guerre de demain. Et c'est précisément sur cette ligne de partage que va se jouer l'affrontement le plus fascinant. Car tous les concurrents de la France dans cette course qui s'accélère n'ont pas les mêmes scrupules ni les mêmes limites. Et certains lorgnent déjà vers des chemins que Paris refuse catégoriquement d'emprunter. Le chemin que Paris refuse d'emprunter, d'autres nations le contemplent sans le moindre état d'âme, et c'est précisément là que la compétition prend une allure inquiétante. En tête de cette accélération figure la Chine, qui développe à marche forcée des systèmes avancés destinés à transformer le simple fantassin en une sorte de super soldat aux capacités décuplées. La course est bel et bien lancée, et elle ne se joue plus dans les pages d'un roman d'anticipation, mais dans les centres de recherche militaires les plus secrets de la planète. Chaque grande puissance a compris qu'une révolution silencieuse se prépare, une révolution qui ne fera pas trembler le sol comme le passage d'une colonne de blindés, mais qui pourrait bouleverser bien plus profondément l'équilibre des forces terrestres. Celui qui maîtrisera le premier l'art de démultiplier la puissance de son infanterie disposera d'un avantage dont les conséquences dépassent l'imagination.
Pour mesurer l'enjeu réel de cette compétition, il faut comprendre pourquoi un exosquelette change absolument tout sur le champ de bataille et pas seulement de manière spectaculaire. Le premier bouleversement concerne les blessures, ce fléau silencieux qui ronge les armées loin des combats eux-mêmes. Le transport permanent de charges écrasantes détruit méthodiquement les corps des soldats, use les cartilages, tasse les vertèbres, provoque des traumatismes qui mettent des hommes hors service sans qu'aucun ennemi n'ait tiré le moindre coup de feu. En déchargeant les articulations de ce poids destructeur, la machine française supprime à la source une immense partie de ses blessures invisibles, préservant ainsi le capital le plus précieux d'une armée, ses combattants formés au prix d'années d'entraînement. Le deuxième bouleversement touche à l'endurance, cette ressource fondamentale qui décide souvent de l'issue des campagnes. Un soldat qui n'épuise plus ses forces à porter son fardeau conserve intacte son énergie pour ce qui compte vraiment: la vigilance, le combat, la décision rapide dans l'instant critique. Là où un fantassin ordinaire arrive au terme d'une longue marche vidée, les jambes tremblantes et l'esprit embrumé par l'effort, l'homme équipé d'Hercule parvient au même point, frais et disponible, prêt à agir avec une lucidité que la fatigue n'a pas rongée. Cette différence, sur la durée d'une opération, peut transformer un groupe épuisé en une unité redoutablement efficace. Le troisième bouleversement, plus discret mais tout aussi décisif, concerne la logistique et l'évacuation. Un homme capable de porter 100 kilos peut transporter davantage de vivres, de munitions et de matériel, ce qui allège la chaîne d'approvisionnement et rend chaque combattant plus autonome sur le terrain. Et lorsque survient le pire, lorsqu'un camarade tombe blessé, la force démultipliée offerte par l'exosquelette permet de l'extraire du danger et de le porter vers l'arrière avec une facilité que la seule vigueur humaine n'autorise jamais. Ainsi, cette machine ne se contente pas de rendre le soldat plus fort, elle rend l'ensemble du dispositif militaire plus fluide, plus résistant, plus humain aussi, dans sa capacité à sauver ceux qui tombent. Voilà pourquoi certains parlent d'une révolution invisible, une transformation qui ne s'affiche pas dans les défilés, mais qui sur le terrain change tout. C'est face à cette perspective vertigineuse que la position française prend toute sa signification et qu'elle s'impose comme une véritable boussole morale dans une course où beaucoup risquent de se perdre. Le ministère des Armées a résumé cette philosophie par une formule qui claque comme une devise, prononcée lors d'un grand rendez-vous consacré à l'innovation de défense. La France dit oui à l'armure d'Iron Man, et elle dit non aux modifications incontrôlées de l'être humain. Cette phrase, dans sa simplicité tranchante, dessine une frontière que Paris se refuse à franchir. Le oui s'adresse à tout ce qui entoure le soldat, à cette carapace amovible qui le renforce en préservant son intégrité, à cet équipement qu'il endosse le matin et qu'il abandonne le soir en redevenant pleinement lui-même. Le non vise tout ce qui prétendrait s'attaquer à l'intégrité du corps, à ses tentations de créer un combattant transformé de l'intérieur, altéré dans sa chair au nom de la performance guerrière. Cette distinction, loin d'être une coquetterie de philosophe, constitue peut-être l'avantage le plus profond de la démarche française dans la compétition qui s'annonce. Car en refusant de toucher à l'homme, la France s'épargne les impasses éthiques, juridiques et humaines vers lesquelles glissent inévitablement ceux qui choisissent la voie de la modification biologique. Là où d'autres devront un jour affronter des questions terribles sur ce qu'ils ont fait de leurs soldats, sur la réversibilité de leurs choix, sur le droit même d'altérer un être humain, la France pourra avancer la conscience tranquille, parce qu'elle aura toujours maintenu cette séparation nette entre le guerrier et son armure. L'homme reste l'homme, la machine reste la machine, et cette clarté fondatrice pourrait bien se révéler à long terme plus décisive que n'importe quelle prouesse technique isolée. Il reste pourtant une immense inconnue suspendue au-dessus de toute cette aventure, une question qui décidera si Hercule restera une curiosité brillante ou deviendra l'instrument d'un basculement historique. Passer de quelques exemplaires testés par des unités d'élite à une infanterie entière équipée représente un défi d'une toute autre ampleur, un saut vertigineux entre la démonstration réussie et la transformation réelle d'une armée. Et c'est vers ce précipice fascinant que se tourne désormais tout le regard des stratèges.
Ce précipice entre la démonstration réussie et la transformation réelle d'une armée constitue le véritable test, celui qui séparera les nations capables de tenir leurs promesses de celles qui s'arrêteront au seuil de la réussite. Équiper quelques unités d'élite avec des machines soigneusement entretenues par des ingénieurs attentifs relève déjà d'un exploit. Mais généraliser cette technologie à des dizaines de milliers de fantassins ordinaires, sur tous les terrains et dans toutes les conditions, représente un défi d'une nature entièrement différente. Il faudra que la machine devienne aussi fiable qu'un fusil, aussi simple qu'une paire de chaussures, aussi robuste qu'un équipement conçu pour endurer des années de mauvais traitements sans broncher. Il faudra résoudre la question de l'énergie, celle de la réparation sur le terrain, celle de la formation des hommes qui devront apprendre à faire corps avec cette carapace mécanique. Chacun de ces obstacles est franchissable, aucun n'est trivial, et c'est dans la manière de les surmonter que se dessinera la véritable hiérarchie des puissances. La France aborde ce passage avec un atout que peu de nations possèdent, celui d'avoir déjà conduit ses exosquelettes jusqu'au contact du réel, plutôt que de les laisser dormir dans les vitrines des salons. En franchissant la première sur le continent européen, cette frontière décisive qui mène du concept aux essais de terrain, elle a pris une avance qui ne se mesure pas seulement en mois ou en années, mais en expérience accumulée, en enseignements récoltés auprès des soldats eux-mêmes, en connaissance intime des défauts à corriger et des qualités à renforcer. Chaque marche forcée endurée par un chasseur alpin, chaque exercice d'infiltration mené par un parachutiste harnaché de mécanique alimente un savoir précieux que nul rapport théorique ne pourra jamais remplacer. C'est cette matière brute, arrachée au terrain, qui transforme peu à peu une intuition d'ingénieur en outil de guerre véritablement maîtrisé. Ce qui rend la trajectoire française si singulière, c'est qu'elle allie l'audace de l'innovation à la sagesse de la retenue, deux qualités que l'on croit souvent incompatibles. D'un côté, une petite entreprise a osé s'attaquer à l'un des rêves les plus fous de l'histoire militaire et l'a rendu réel pour une somme dérisoire. De l'autre, l'État a su encadrer cette ambition par une ligne morale claire, refusant les raccourcis qui mènent vers la modification de l'être humain. Cette combinaison rare, ce mélange de hardiesse technique et de prudence éthique, dessine peut-être le modèle le plus équilibré dans une compétition mondiale où les tentations de tout sacrifier à la seule puissance ne manqueront pas. Pendant que certaines nations avancent sans se soucier des limites, prêtes à franchir n'importe quelle frontière pour prendre l'avantage, la France démontre qu'il est possible d'être à la pointe du progrès sans renoncer à ce qui fait l'humanité du soldat. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette rivalité qui ne fait que commencer. La véritable question n'est pas seulement de savoir qui construira la machine la plus puissante, mais qui saura le faire sans trahir quelque chose d'essentiel. Le combattant de demain sera plus fort, plus endurant, mieux protégé contre les blessures qui usent les corps loin des batailles, capable d'endosser des charges qui auraient brisé ses prédécesseurs. Mais celui qui portera l'exosquelette français restera, sous l'acier et les câbles, un homme entier, libre de retirer son armure et de redevenir ce qu'il a toujours été. Là réside la différence fondamentale, celle qui pourrait bien, dans quelques décennies, distinguer les nations qui auront su garder le contrôle de celles qui se seront perdues dans la fascination de la toute-puissance. L'aventure d'Hercule dépasse ainsi de très loin la simple prouesse d'une machine capable de porter 100 kg sur 20 km. Elle raconte le choix d'un pays face à l'un des vertiges des plus profonds de notre époque, ce moment où la technologie offre soudain le pouvoir de remodeler l'homme lui-même et où il faut décider jusqu'où l'on accepte d'aller. La France a répondu par cette machine élégante et discrète, née dans un atelier modeste, portée par des soldats d'élite sur les chemins boueux de leurs exercices, financée pour le prix d'un seul blindé. Elle a répondu qu'il fallait renforcer le guerrier sans jamais le défigurer, augmenter sa force en le laissant pleinement intact, lui donner la puissance d'un demi-dieu antique tout en lui laissant intacte son humanité fragile et précieuse. Et tandis que cette rivalité technologique s'accélère aux quatre coins du monde, cette réponse française, tranquille et déterminée, résonne comme un pari sur l'avenir. Le pari qu'on peut gagner les guerres de demain sans y perdre son âme. Ce combat silencieux ne fait que débuter, et nul ne sait encore quel visage aura l'infanterie du siècle qui vient,
ni quelles machines marcheront demain aux côtés des hommes sur les théâtres d'opération. Mais une chose est certaine, la France a pris sa place dans cette compétition décisive, non pas en suivant les autres, mais en traçant sa propre voie, celle d'une puissance qui refuse de choisir entre la force et la conscience. Si cette plongée dans l'histoire de l'armure française vous a captivé, si vous voulez continuer à explorer avec nous ces révolutions méconnues qui façonnent le monde de demain, laissez un pouce levé pour soutenir la chaîne, partagez en commentaire ce que vous inspire cette course aux soldats du futur et abonnez-vous pour ne manquer aucune des histoires que nous préparons pour vous. Votre présence fait vivre ce voyage et le prochain récit promet déjà de vous emmener encore plus loin.